essayer de faire une synthèse un petit peu entre la relation qui pourrait exister éventuellement entre la charge d'entraînement et les blessures dans le football de haut niveau. Et tout particulièrement, je mettrai l'accent sur quelque chose d'assez récent et qui a aussi provoqué certaines polémiques. C'est ce fameux ratio charge aiguë, charge chronique que je vais détailler assez longuement et vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants concernant ce facteur-là, qui actuellement, depuis pas mal d'années maintenant, est utilisé par quasiment tous les préparateurs physiques de très haut niveau dans les championnats en Europe en tout cas. Et puis, comme les collègues tunisiens sont update par rapport à ce ratio-là et puis par rapport à ses connaissances dans ce domaine, donc je voulais absolument que aussi les collègues marocains soient aussi au même niveau et puis update à ce niveau-là et qu'on puisse discuter de ce problème-là. Donc, bon, je ne reviens pas là-dessus, toujours pareil. Donc, on se pose toujours la question quel est notre niveau de connaissance dans le domaine auquel je m'intéresse. Hop. Et puis, toujours pareil, niveau d'expertise, pour arriver à cette phrase-là, je sais ce que je ne sais pas. Et là, je vais commencer à être proche de l'expertise dans le domaine qui nous concerne. Donc, toujours notre philosophie, je vous l'ai déjà présentée la première fois, la deuxième fois. Donc, on part toujours de la problématique et les questions pertinentes qu'on peut se poser pour aller vers la pertinence de nos évaluations et les méthodes qu'on peut valider ou ne pas valider pour qu'on puisse les utiliser. Et donc, c'est encore tout à fait vrai pour le sujet qui nous intéresse ce soir, à savoir les blessures dans le football de haut niveau et la relation avec la charge d'entraînement. Je voulais revenir avant d'aller plus loin dans cette thématique sur certaines, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont écrit via les réseaux sociaux par rapport à l'utilisation de la RPE. Et je voulais juste faire un intermède un petit peu là-dessus. Ça, c'est une assez récente revue de questions faite par Vincenzo Rago, donc c'est les collègues portugais, et qui stipule que l'utilisation de la RPE est toujours valide dans le sport de haut niveau et tout particulièrement dans le football professionnel, surtout quand on respecte la méthode d'utilisation et qu'on utilise toujours la même chose dans les mêmes conditions. Donc, ça reste très valide. Encore plus loin, ici, c'est une étude qui a été faite il y a pas mal de temps, mais qui est très, très, très intéressante parce qu'elle a regroupé plus de 1892 footballeurs professionnels sur plusieurs saisons où ils ont utilisé la RPE. Et ils l'ont comparé par rapport à la charge d'entraînement mesurée par des GPS. Et ils ont conclu, donc une étude assez intéressante parce qu'elle vient du labo d'Atkinson et puis Warren Gregson, où ils concluent que l'utilisation de la RPE Training Load ici est une mesure globale pour apprécier la charge d'entraînement dans le football professionnel. Donc, c'est quand même assez intéressant. Quand on ne peut pas avoir les autres outils de mesure, un peu trop sophistiqués pour certains ou trop chers pour d'autres, on peut utiliser la RPE en toute confiance. Donc, vous voyez ici un développement de cette étude. On voit ici les charges internes et les charges externes qui ont été mesurées avec les paramètres mesurés. Et puis, ça, c'est la RPE avec les unités arbitraires et la RPE brute, c'est-à-dire ce que donne le joueur. Et ici, c'est quand on la multiplie par le temps. Et c'est celle-là qui est la plus importante. Il faut toujours la coupler avec le temps et ne pas prendre uniquement la RPE brute. Et donc, cette RPE est très corrélée à la distance à haute intensité, par exemple aux impacts, aux accélérations, entre intra-joueurs. D'accord ? Mais aussi, la partial correlation, ici, la corrélation partielle, est très intéressante et très importante parce qu'elle montre vraiment qu'il y a une corrélation entre les facteurs mesurés par les GPS, d'accord, et la RPE Training Load. Encore plus loin et encore plus poussé, cette méta-analyse de 2017 faite par McLaren et collaborateurs, où il conclut directement que la charge externe est très liée et très corrélée positivement
et même il y a une forte corrélation avec la RPE, Training Load. Donc, on peut l'utiliser avec grande confiance. J'y reviendrai après là-dessus. Donc, on voit ici que cette RPE, Training Load, est corrélée vous voyez ici, c'est très large et possiblement large pour pas mal de paramètres mesurés par les GPS. Je voulais revenir aussi sur un autre point qui a été discuté dernièrement lors d'une présentation avec tous les collègues. C'est juste pour remettre un petit peu les choses à leur place par rapport à l'acclimatation à la chaleur, qui est très complexe et surtout, elle est très, très individuelle. Il faut faire vraiment très attention. Et on voit ici qu'il y a la façon de faire la plus naturelle, d'accord ? C'est-à-dire on peut s'entraîner par des températures très élevées. D'accord ? On peut faire des protocoles d'entraînement à des températures élevées pour se préparer et s'adapter à la chaleur pour préparer une compétition en chaleur. Après, il y a tout ce qui est artificiel, mais c'est beaucoup moins, d'après cette revue de questions, systématique revue qui était faite il n'y a pas très longtemps, en 2018, sous la houlette de Sébastien Racinet, qui travaille énormément là-dessus, qui stipule que les méthodes passives ne sont pas tout à fait pertinentes pour s'adapter à la chaleur et à l'exercice physique en la chaleur. Donc voilà, si c'est quelqu'un le souhaite, on pourra développer beaucoup plus. Donc, je ferme cette parenthèse, mais ça me tenait à cœur de le dire. Alors, je reviens au sujet d'aujourd'hui. Donc, par rapport à la charge d'entraînement et les blessures. Donc, comme l'a dit c'est Khalid, le sport, le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. Donc, il y a énormément de pratiquants et la majorité des pratiquants sont jeunes, donc auxquels il faut faire attention. Et même, ça a été démontré par énormément d'études que même pratiquer le football a des bénéfices sur la santé d'une façon extraordinaire. Et moi-même, j'ai fait une revue de questions il n'y a pas longtemps en SportsMed où on a démontré ça chez les gens soit atteints de cancer de prostate ou atteints de maladies cardiovasculaires ou alors de l'obésité ou du diabète. À tel point que la FIFA a mis son slogan en 2010 que jouer au football 2 fois par semaine, c'est l'une des meilleures stratégies pour lutter contre les maladies non contagieuses. Donc, c'est vraiment super le foot. Mais sauf le problème, à très haut niveau, c'est qu'il y a les blessures qui nous empoisonnent un peu le quotidien. Et dans tous les préparateurs physiques, les joueurs, le staff médical, le staff technique, tout le monde a peur. Donc, on fait très attention à cela. Le football, c'est un sport de très haute intensité avec énormément de mouvements, de changements fréquents, de direction. Il y a beaucoup d'impact et plus le niveau est élevé, plus les impacts sont forts et plus il y a de contacts directs. Et donc, on augmente le risque de blessure. Et on a démontré que la majorité des blessures dans le foot concernent essentiellement le membre inférieur. Et parmi toutes ces blessures, un grand pourcentage est attribué aux blessures musculaires, c'est-à-dire qui sont sans contact. Et ça, c'est un fléau. Je ne vais pas trop détailler les blessures dans le foot parce que je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui les connaissent. Et puis après, il faudra faire l'analyse par rapport à ce qui se fait dans chaque championnat. Mais je reviendrai là-dessus. Là, c'est les données de l'UEFA. Donc, on est plus en Europe et on voit qu'un tiers des blessures sont musculaires. D'accord ? C'est démontré par l'équipe dirigée par Yann Ekstrand, qui dirige le département médical de l'UEFA et qui font un boulot extraordinaire. C'est une mine d'or. Et donc, ils ont démontré que 92% des muscles des membres inférieurs sont touchés par les blessures et ils sont représentés ici. 37% pour les ischio-jambiers, etc., etc. Et 13% pour les mollets. Donc, on voit ici. Ça date de 2011 et les statistiques montrent que les valeurs restent relativement stables, même si on a investi énormément dans le domaine de la prévention des blessures. Dernièrement, une autre étude a démontré de l'UEFA toujours que 10 ans après, malgré les investissements, les blessures ont augmenté de 4%. D'accord ? Mais aussi, dans le même sens, il ne faut pas oublier qu'il y a le nombre de matchs qui a augmenté,
la puissance et l'intensité du jeu qui a augmenté. Donc, tout ça peut concorder aussi et expliquer un peu l'augmentation de 4% des nombres de blessures. Ça, c'est une image que j'ai prise de la thèse de Barthélemy sous la direction de Greg Dupont, et que j'ai la chance de participer au comité de sélection. Donc, on voit ici les lésions des ischio-jambiers représentent 12,8%, les lésions des adducteurs 9,2%, etc., etc. Les entorses de la cheville, 6,9%. Donc, ça, c'est ce qui est plus fréquent dans le football de très haut niveau. Et ça, c'est les jours d'absence. D'accord? Le nombre de jours d'absence, par exemple, quand vous êtes touché à l'ischio-jambier, bon, après, ça dépend du niveau de la blessure. En moyenne, le joueur à haut niveau, il est absent pendant 18 jours. Donc, ce qui représente, on n'est pas loin de 3 semaines. D'accord? Adducteur 10 jours, etc., etc. Donc, et comme l'a dit Rally tout à l'heure, ça coûte énormément, à la fois sur le plan de la performance, et donc de la performance globale de l'équipe, surtout si c'est des joueurs clés, mais en termes économiques aussi. Donc, vous voyez que en moyenne, un joueur se blesse au moins 2 fois par saison. Et il va être absent aux alentours de 37 jours par saison. Et le coût moyen d'un joueur absent en un mois, c'est aux alentours de 500 000 euros. Et ça peut aller jusqu'à pratiquement pas loin de 2 millions à 2 millions d'euros et quelques c'était pour Manchester City. Donc, vous voyez, ça coûte énormément d'argent. Et donc, le challenge pour le staff médical, staff technique, préparateur physique en premier lieu, c'est de réduire le taux des blessures, d'accord, mais sans impacter négativement la performance. Parce que réduire le taux de blessure, c'est facile. Ce que je fais faire, c'est je réduis la charge d'entraînement. Donc, il ne s'entraîne pas. Il joue peu. Donc, il ne va pas se blesser. Mais non, mais là, je vais impacter négativement la performance. Donc, il faut que je trouve le bon ratio. OK? Donc, ça, c'est un gros challenge. Alors, il y en a pas mal qui se sont creusés la tête pour trouver des philosophies, des moyens, des modèles pour qu'on puisse voir quelle est la meilleure charge d'entraînement pour augmenter la performance le plus possible et en même temps réduire le plus possible les blessures. D'accord? Et il y en a un qui a synthétisé tout ça, c'est Wint et Gabbett en 2016. Ici, vous avez le premier modèle étiologique proposé par Lewis en 1994. Sauf que le problème, c'est dans ce modèle, c'est que la charge d'entraînement et le nombre de matchs, etc., n'y apparaissent pas du tout. Donc, on part des… Attends, je vais peut-être la mettre de celle qui est prise dans la thèse et la traduite en français, c'est plus facile pour tout le monde, je pense. Donc, vous avez les athlètes prédisposés avec, par exemple, leur âge, leur force ou l'antécédent de blessure, qui est le facteur majeur. D'accord ? Un des premiers facteurs qui a été démontré et prouvé scientifiquement susceptible d'induire une blessure chez un joueur. C'est l'antécédent de blessure, s'il a été déjà blessé. Donc, la reblessure. Donc, après, vous avez l'exposition de facteurs de risque extrinsèques. Et puis, il devient susceptible donc d'avoir une blessure. Ça, c'est un deuxième modèle proposé toujours par le même auteur, mais beaucoup plus tard, en intégrant d'autres paramètres pour améliorer son modèle. Donc, ici, c'est en français. On voit qu'il y a pas mal de choses qui ont apparu par rapport à soit on a une blessure, soit on n'a pas de blessure, en fonction des événements qui vont pouvoir déclencher cette blessure chez le sportif susceptible. Et donc ça, ces modèles-là peuvent être intéressants à mettre en place quand on est dans un département scientifique d'un club de foot ou d'une académie ou d'une fédération pour pouvoir un peu essayer d'aller voir quels sont ces événements déclencheurs chez le joueur susceptible et qui a été auparavant prédisposé. Donc ça, c'est un autre de Barr et Crosslang. Bon, je passe pour arriver à celui proposé dernièrement par Wint et Gabbett. Et là, on voit que il y a la charge d'entraînement qui apparaît dans son modèle par rapport
aux footballeurs prédisposés et qui a un gros risque de blessure, en tenant compte des facteurs intrinsèques. D'accord? Il y en a certains sur lesquels je peux jouer, il y en a d'autres sur lesquels je ne peux pas jouer, comme par exemple l'âge, le genre ou l'anatomie, les insertions tendineuses, nerveuses, musculaires, etc. Et donc, cette charge d'entraînement, comme je vous l'avais dit la dernière fois, elle va avoir des effets négatifs, la fatigue, etc., ce qui est normal, et aussi des effets positifs, d'accord? Des adaptations positives qui améliorent la performance. Et donc après, en fonction avec cette charge-là, avec ces adaptations, parce que je vais avoir pas de blessures, parce que tout ça, ça a été super bien fait, super bien ciblé, ou alors des blessures. Et donc, je fais le retour encore pour voir un peu comment on peut faire. Donc, tous ces modèles-là sont intéressants. Ça vous permet d'avoir une vision globale, une stratégie globale, mais néanmoins, ça demande encore confirmation et application. D'accord? Ça, c'est le modèle issu de la thèse de Barthélémy, comme je vous l'ai dit, sur la direction de Greg Dupont. Barthélémy est encore, elle est à la Fédération française de foot actuellement. Et puis, probablement, ils essayent encore d'améliorer encore ce modèle. D'accord? On voit qu'il y a le réseau de facteurs déterminants. Il y en a pas mal qui manquent, probablement. Les facteurs intrinsèques du footballeur, etc. Il y a la charge de travail qui apparaît. Et puis, après, on va vers la blessure ou l'adaptation. Donc, tous ces modèles-là demandent à être encore confirmés. Mais c'est intéressant de le savoir. Je vous avais dit tout à l'heure qu'un des facteurs majeurs susceptibles d'induire ou provoquer une blessure, c'est la reblessure. D'accord? Et donc, quand on a un footballeur blessé, c'est toujours le problème. Quand est-ce qu'il va reprendre? Et surtout, quand il reprend, on est toujours dans l'expectative, est-ce qu'il va se reblesser ou pas? Donc, on est tous dans le stress. Donc, il y a Dunlop avec Alan McCall, dont je parlerai tout à l'heure, et ils ont fait cette étude pour voir un peu chez 131 clubs, 131 clubs de foot pro, quelle est la stratégie qu'ils mettent en place pour remettre un joueur à jouer. D'accord? Donc, ici, on a retour à la course, retour à l'entraînement, retour au jeu, c'est-à-dire là en équipe, et retour à la compétition. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La plupart, ils ont 3 grands critères cliniques, fonctionnels et psychologiques, sur lesquels ils vont se baser. D'accord? Pour retour à la course, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le niveau de confiance est très élevé quand on est au début, parce qu'on est sur les aspects cliniques et fonctionnels. Donc ça, c'est quasiment prouvé scientifiquement. On peut faire des mesures, énormément de choses, l'isosilitisme, le staff médical, ils ont leurs tests, les kinés, etc., pour remettre le joueur à courir. Voire même l'entraînement, là aussi, le niveau de confiance est élevé. Et même quand on le remet encore dans le bain avec l'équipe, etc., le niveau de confiance est toujours assez élevé pour ces 3 critères. Par contre, pour revenir au match, là, tout chute. D'accord? Le niveau de confiance diminue. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, vous voyez un joueur, vous connaissez, tiens, il revient de blessure, et très souvent, c'est plus de 50%, il rechute tout de suite. D'accord? Donc, c'est compliqué, très, très compliqué. Donc, vous voyez que ici, par rapport aux critères, et si vous prenez la blessure aux ischio-jambiers, donc c'est le suivi de la charge d'entraînement qui va vous donner, c'est le seul critère sur lequel vous pouvez vous baser. D'accord? Et c'est celui qui a le plus de pourcentage de pertinence. D'accord? Et même, regardez là, il baisse fortement lui aussi quand on arrive pour retour à la performance. C'est-à-dire retour au match. Je ne sais pas si je vais vite, pas vite, mais bon, je continue, on verra, parce que je n'ai pas de retour, ce n'est pas facile. C'est bon, monsieur. C'est bon? Donc voilà, donc, les collègues là, Dunlop et puis Alan McCall, ils le disent dans la conclusion que c'est pas mal les critères fonctionnels, cliniques et psychologiques, mais quand même, il y a énormément d'informations qui manquent pour prendre la décision définitive. D'accord? Et donc, il y a besoin encore de beaucoup de travail à ce niveau-là.
et beaucoup de collaboration entre le staff médical, les physiothérapeutes et les fitness coachs ou les préparateurs physiques. OK? Alors, c'est ce que je viens de dire. Donc, il est très important de suivre et de faire un monitoring de votre joueur et surtout d'une façon individuelle, la plus individuelle possible. D'accord? Parce que même si on joue, on est en sport collectif, donc au foot, mais les réponses au niveau de la charge et la quantification de la charge d'entraînement sont individuelles. Il faut absolument les déterminer pour voir un peu les adaptations du joueur, de l'équipe, voir aussi les réponses individuelles, essayer de prédire la performance pour certains aspects, même si c'est très difficile, mais surtout on essaie de minimiser le risque des blessures, d'accord, en contrôlant la fatigue, le surentraînement et les facteurs de récupération. Donc tout ça me permet, cette quantification précise et adéquate de la charge d'entraînement me permet de minimiser le risque des blessures. Et j'insiste sur minimiser le risque, hein, d'accord? Donc réduire le risque et pas le bannir, c'est quasiment impossible en l'état actuel des choses. Donc ici, on a le modèle proposé par Gabet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand la charge d'entraînement est très basse, on a une augmentation du risque de blessure. D'accord? Quand le joueur ne s'entraîne pas beaucoup, vous le remettez dans le match, il y a un très grand risque de blessure. Et quand la charge d'entraînement est très élevée, là aussi, vous augmentez le risque de blessure et surtout les blessures musculaires. Et quand la charge est adaptée, vous avez une charge d'entraînement très adaptée, d'accord? Là, vous diminuez, vous réduisez le risque de blessure sans contact, tout particulièrement. Donc, rappelez-vous la charge, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la charge externe pour quantifier tout ce qui se fait en entraînement et en compétition. Et la charge interne, c'est voir un peu les adaptations physiologiques ou les réponses physiologiques, psychologiques à cette charge externe que je peux mesurer, rappelez-vous, par la fréquence cardiaque, par exemple, ce qui est courant dans le foot, ou la RPE dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le tableau qui vous présente les différentes mesures qu'on peut utiliser pour apprécier la charge interne. Et la charge interne ici et la charge externe. Ici, vous avez le même tableau avec le coût. D'accord? Et donc, l'autre jour, on avait parlé énormément des GPS ici, là, donc, qui mesure la charge externe. Maintenant, on va parler beaucoup plus de ce ratio-là, Acute Chronic Workload Ratio, ou ACWR, ou charge aiguë sur charge chronique. Mais j'y reviendrai juste après. Alors, il y a pas mal d'études qui ont essayé de voir s'il y a une relation entre la charge interne, mesurée par exemple ici par la fréquence cardiaque, et les blessures. Et sans rentrer trop dans les détails, ici c'est déjà en 2012, c'est chez les collègues espagnols, donc en collaboration avec les collègues de Nice, ils ont publié cette étude où ils ont démontré, ils ont observé qu'il y avait une relation entre la fréquence cardiaque moyenne sur toute la saison, d'accord? On le voit ici, hein, le R carré, puis la probabilité, et les blessures. Donc, il y avait une relation entre la FC, fréquence cardiaque moyenne, d'accord, qui était donc un indicateur de la charge interne, et les blessures contractées par leurs joueurs. Ça, c'est chez les pros portugais et suisses, où ils ont récupéré les données de 2 saisons. Non, une saison, pardon, pour cette étude-là. Et on voit là, ils ont regardé un peu la relation qui puisse exister entre la charge interne, jugée sur la RPE, mais en même temps sur la performance au yo-yo, en tant que charge externe, et les blessures. Et effectivement, ils ont observé que la RPE en training load, d'accord, c'est-à-dire en unité arbitraire, quand elle est supérieure à 1500 unités arbitraires par semaine, augmente le risque de blessure. Donc là, ici, on a la charge chronique, d'accord, quand elle est en moyenne supérieure à 1500 unités arbitraires, dont on a parlé, sans le match, hein, d'accord, ça augmente la charge, le risque de blessure chez les joueurs pro. Et la même chose, dans cette étude, ils ont observé que les joueurs qui avaient des performances au yo-yo, qui jugent de l'endurance du footballeur, donc le niveau 1, ici, level 1,
Donc, il y a une augmentation de risque de blessure chez ces joueurs-là. D'accord? Ceux qui avaient la performance en endurance la moins performante, on va dire, ou la moins élevée, avaient de plus grands risques de se blesser. Donc là, ici, vous avez les valeurs statistiques. Chez les collègues australiens qui ont utilisé un nouveau paramètre qui s'appelle le New Body Load, c'est-à-dire une nouvelle charge appliquée aux joueurs, d'accord? C'est-à-dire une charge dont il n'avait pas l'habitude, d'accord? Comme une augmentation brusque de la charge d'entraînement. Ben là aussi, qu'elle soit en brut, ici en valeur absolue ou rapportée à la minute ou en mètres par minute, le risque de blessure augmente, d'accord? Donc, il y a une relation entre cette valeur mesurée par le GPS, donc, qui est un critère de la charge externe, et les blessures. Donc, le monitoring et le suivi de la charge d'entraînement, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de vous assister, d'informer le coach, et ça permet de faciliter la décision. Et surtout, il faut absolument que vos informations soient simples. Il faut insister sur les points clés. Il faut contextualiser vos résultats du monitoring, d'accord, les remettre dans le contexte. Toujours essayer de combiner les mesures objectives que vous le pouvez, quand vous avez des GPS, des cardiofréquencemètres ou autres, des caméras, peu importe ce que vous utilisez, et des valeurs subjectives, d'accord, comme la RPE, les indices de Hopper, etc. Et surtout, n'oubliez jamais qu'un joueur, c'est un individu, il faut avoir des informations individualisées. OK? Donc, le challenge, c'est que je vais collecter des données, d'accord? Je vais avoir plein de données. J'ai la RPE, j'ai énormément de valeurs comme donne le GPS, je l'utilise. Je peux avoir des valeurs ou des mesures au niveau sanguin, au niveau psychologique, etc., etc. Mais mon problème, ça va être le choix du modèle à utiliser. Lequel je vais utiliser? Est-ce que je vais suivre ce facteur-là, ou un autre? Je ne sais pas. Est-ce que je vais regarder la charge absolue par rapport à la charge relative, d'accord, en brut ou rapporté au temps, rapporté à la distance, etc., etc. Le modèle utilisé, est-ce il porte beaucoup plus sur le fitness ou sur la fatigue, d'accord? Ou alors, je fais le rapport entre la charge interne et la charge externe, donc celui-là. Et bien, dernièrement, il y a énormément d'études depuis donc maintenant une dizaine d'années à peu près, un peu moins peut-être, où ce ratio-là, rapport charge aiguë par rapport à la charge chronique, qui a été popularisé et utilisé énormément dans le foot pour suivre la charge et donc prévenir les blessures dans un premier temps, il disait. Pourquoi? Parce que les premières études, je vais vous le montrer après, ils ont observé des relations, des associations statistiques entre ce ratio-là et les blessures. Et après, tout le monde est parti sur le fait comme quoi c'est un facteur prédictif. Donc, on va absolument le suivre. Mais on va voir après que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais néanmoins, il existe, il est intéressant et moi, ça me permet de partager cela avec vous. Alors, rappelez-vous, donc on a une charge absolue, qu'elle soit interne ou externe, et quand on l'augmente, on augmente le risque de blessure. OK? On le voit ici. Donc, quand la charge d'entraînement augmente énormément, on a l'incidence des blessures qui est ici sur les petits points orange, elle augmente. Et on voit que ça coïncide avec le mois où la charge d'entraînement est très élevée. D'accord? Donc, la charge absolue, quand elle augmente, on a un risque de blessure. Si la charge absolue, je la diminue trop, d'accord? Là aussi, on a un risque de blessure. Et on va le voir après. Si je diminue la charge absolue, ok, ça protège contre les blessures, mais néanmoins, ça diminue la performance. Et rappelez-vous que ça, c'est le B.A.-ba. Quand je diminue la charge d'entraînement, je suis sous-entraîné. Donc, je suis plus à risque aux blessures quand je vais aller, par exemple, dans un match de très haut niveau et que je ne me suis pas assez entraîné. D'accord? Mais on pourra y revenir là-dessus après. Donc, charge absolue,
augmentation trop forte, risque de blessure, c'est acté. D'accord? Quand la charge d'entraînement est très élevée, il y a un risque de blessure. Mais par contre, on peut critiquer cette charge absolue parce que je n'ai pas un background et donc un retour en arrière sur ce que c'est cette charge, c'est-à-dire sur l'historique. Cette semaine par rapport aux semaines d'avant. D'accord? Ce mois-ci par rapport au mois d'avant. Cette année par rapport à l'année d'avant. D'accord? Donc, elle ne me renseigne pas non plus sur les fréquences d'entraînement. Elle ne me renseigne pas non plus sur les réponses individuelles de chaque joueur par rapport à la charge absolue. D'accord? Elle n'est pas relative à lui-même par rapport à ce qu'il peut supporter. D'accord? Le problème, et ça, c'est quasiment, il y a un consensus scientifique à ce niveau-là, c'est toute augmentation excessive de la charge d'entraînement, d'accord, trop rapide, augmente le risque de blessure. D'accord? Donc ça, c'est un problème. Et donc, pour éviter que dans mon programme d'entraînement, qu'il soit hebdomadaire ou mensuel, voire même annuel, qu'il n'y ait pas une augmentation excessive et trop rapide de la charge d'entraînement, le ratio charge aiguë sur charge chronique peut me renseigner sur ça, d'accord? Sur l'évolution de ma charge d'entraînement. Donc, on le voit ici. Donc, là, il y a une augmentation de la charge aiguë. Ça, c'est l'indice de fraîcheur, on s'en fiche presque. Ça, c'est pendant 3 mois. Et on voit la charge chronique qui reste stable par rapport à la charge aiguë qui augmente. OK? Et là, ça veut dire qu'il y a des risques de blessure. OK? Donc, ça, c'est l'évolution des charges. Quand vous avez un visuel comme ça, vous pouvez repérer là où ça a augmenté trop. D'accord? Et même, je peux même anticiper, si je suis par exemple ici, je peux voir ce qui va venir après parce que je l'aurais programmé. Donc, je peux calculer par rapport à ce que j'ai fait avant. Et donc, je peux garder mon ratio charge aiguë, charge chronique dans les valeurs dont je vais vous parler juste après. Donc, on voit ici que quand la charge aiguë est trop élevée d'un coup, là j'ai augmenté de 20%, il y a un risque élevé de blessure. D'accord? Pareil, 25%, risque élevé de blessure. Et on voit parce que le ratio aigu sur chronique et la normalité, elle n'est pas ici. D'accord? On voit qu'on est dans le vert, on reste par là. Par contre, là, on a augmenté. Là, il reste de blessure. Là, on a augmenté, il reste de blessure. D'accord? Donc, sur ce ratio-là, donc rapport charge aiguë, charge chronique, il y a énormément d'études qui sont sorties depuis à peu près 2012. Énormément d'études. Je pense qu'il y a au moins une 20-25. Mais à chaque fois, ça concernait du top niveau mondial des joueurs de foot. Donc, on voit cette relation entre la charge, performance et blessure. Donc, on voit le ratio là, quand il est ici, il est au vert, donc il est tranquille. Par contre, dès qu'il dépasse les 1,5, là, il y a un risque de surcharge. Et donc, ça veut dire qu'on est en charge excessive. Et donc, il y a un risque élevé de se blesser ou de surmenage. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus. Après, il y a eu un débat énormément il y a 1 an ou 2 par rapport à ce ratio, donc charge aiguë, charge chronique. Et j'ai été contacté par Frontiers pour mettre en place cette research topic, c'est un numéro spécial qui concerne uniquement ce ratio-là, donc aigu, chronique, et ce qui a une évidence scientifique. Là, on a reçu jusqu'à aujourd'hui, je pense, 7 études qui vont paraître bientôt, mais je vais vous en parler un petit peu juste après. Alors, revenons sur ce ratio, parce qu'il y aura pas mal de monde qui se demande comment on le calcule. Il est assez facile à calculer. Je prends la charge aiguë. La charge aiguë, c'est la moyenne des charges hebdomadaires, c'est-à-dire c'est la semaine que je vais travailler, dans laquelle je suis. Donc, je fais la moyenne des charges. Les valeurs que je vais prendre, ça peut être la RPE, par exemple, en unité arbitraire. Je fais la moyenne. Donc, j'ai la moyenne de la semaine pour un joueur. D'accord? Et après, je prends la charge chronique. La charge chronique, c'est la moyenne des charges du mois précédent, c'est-à-dire les 4 dernières semaines. D'accord? Et donc, je prends la charge moyenne de cette semaine que je divise sur la moyenne des 4 semaines précédentes. Ça marche? Et donc, par exemple, si ce ratio-là, il est à 0,5, ça veut dire que
par rapport au mois précédent, cette semaine, ce footballeur-là s'est entraîné 2 fois moins. D'accord? Par contre, si le ratio il est de 2, donc là, on peut dire que ce footballeur-là s'est entraîné 2 fois plus. D'accord? Par rapport au mois précédent. D'accord? J'espère que c'est clair. Quelque chose d'important et de fondamental. Il ne faut surtout pas, si vous utilisez ce ratio-là, ne pas inclure la charge aiguë, c'est-à-dire la semaine, dans le calcul des 4 semaines précédentes. D'accord? Il faut absolument l'exclure. C'est celle-là, elle est toute seule. Vous la divisez sur les 4 précédentes. On ne peut pas l'intégrer dedans. Sinon, vous commettez une erreur mathématique d'après Atkinson et Grenson, une étude réalisée par Lolly et publiée dans le British Journal Sportsmed en 2017. C'est comment on appelle ça, je ne me rappelle pas. Une letter to editor. C'est une lettre à l'éditeur où ils ont refait le calcul, ils l'ont démontré d'une façon assez pertinente. Donc, il ne faut absolument pas intégrer la charge aiguë dans le calcul. D'accord? Donc, voilà notre ratio par rapport au… Donc, ça, c'est Gavet qui l'a adapté par rapport à d'autres études précédentes. Et on voit que c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est un paradoxe de l'entraînement sportif, ce ratio aigu sur chronique. D'accord? Parce que normalement, quand j'augmente la charge d'entraînement, je dois augmenter la performance. Et donc, je n'ai aucun risque. Non. Quand je l'augmente trop, il y a un risque. D'accord? Et surtout, c'est l'augmentation trop brusque qui fait courir un risque. Donc, on voit que quand le ratio, d'après ces auteurs-là, quand il est à 0,8 à 1,13, là, on est dans le vert. Il n'y a pas beaucoup de risque à ce que le joueur se blesse. Par contre, quand on charge et qu'on est au-delà de 1,5, là, on rentre dans une zone de danger, d'accord, pour les blessures. Donc, on le voit ici. Si vous suivez la charge d'entraînement d'un joueur, là, vous êtes dans la zone qui minimise les risques d'entraînement. Là, vous diminuez trop. Donc là, ça peut être aussi parce que vous êtes en affûtage ou autre. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il faut absolument savoir pourquoi ma charge d'entraînement a diminué d'un coup. D'accord? Et après, j'augmente, mais j'augmente d'un fois trop par rapport à avant. D'accord? Je fais à 1,6. Là, je rentre dans la zone de danger. La même chose là. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, on voit que ici, quand le ratio est à 1,6, une semaine après, il y a eu une blessure. Là, le ratio est à 1,9, une semaine après, une blessure. Et donc, on repart. D'accord? Et donc, vous voyez, là, si vous revenez de blessure, vous repartez de 0. Et à la semaine 18, votre ratio, il est à 1,9. Donc, une augmentation trop brusque de la charge d'entraînement, votre joueur se reblesse à la semaine 19. D'accord? Donc, on voit ici que, là, ici, vous avez la charge chronique en bleu et la charge aiguë, c'est-à-dire la semaine à laquelle je m'intéresse, ici en noir, dans l'axe des abscisses. Et on voit que quand le ratio, donc vous avez une charge 50-100, d'accord? Là, vous augmentez, par exemple, ici, donc vous avez augmenté de 2 fois, vous avez 15% de chance de vous blesser. D'accord? Ça marche? Et si le ratio va plus loin, vous augmentez encore le risque de vous blesser. Par contre, quand le ratio il est en dessous, par exemple, si vous prenez une charge donc à 90 ici en charge chronique, d'accord, et 90 en charge aiguë, ça, je suis à un ratio 1, là, je suis à 3,3. J'ai à peine 3,3% de risque de se blesser. Alors, rappelez-vous l'étude sur la RPE et le UO de nos Portugais et Suisses. Donc, ils ont démontré qu'en utilisant la RPE, donc charge aiguë, charge chronique, d'accord, et surtout qu'on la RPE est supérieure ou égale à 1500 jusqu'à 2200, là, on a une augmentation du risque de se blesser.
d'accord, par rapport au groupe qui est resté, lui, en dessous de 1500 ou approximativement vers le 1500. Donc, on le voit ici d'une façon très explicite que leur ratio, en utilisant la RPE, donc ils ont suivi ce ratio charge aiguë, charge chronique, quand il reste toujours entre 1 et 1,25, il n'y a pas beaucoup de risque de se blesser. D'accord? Chez les Hollandais, rappelez-vous, là, ils ont utilisé des GPS, donc des valeurs de GPS, des valeurs externes. Et on va les détailler un petit peu. Ici, vous avez la distance totale couverte par les joueurs. Et donc, ils ont remarqué que quand le ratio de la distance totale, il reste entre 0,88 et 1,11, il n'y a pas beaucoup de risque de se blesser. La distance couverte à haute intensité, c'est-à-dire des vitesses supérieures à 20 km/h, quand ils sont supérieurs à 1,2, 1,8, 1,18, pardon, on augmente le risque de se blesser. Donc là, on rentre dans le détail de chaque paramètre. Et on peut aller même plus loin, chaque paramètre pour chaque joueur. Un paramètre peut être pertinent pour un joueur, un autre paramètre, et le même paramètre ne peut pas être pertinent pour un autre joueur. Ici, on a le nombre d'accélération. Donc, quand le ratio, si vous suivez le nombre d'accélération et vous faites votre ratio charge aiguë, charge chronique, c'est-à-dire le nombre d'accélérations que j'ai faites cette semaine par rapport à la moyenne des accélérations que j'ai faites le mois dernier, si je suis entre 0,87 et 1,12, c'est-à-dire c'est quasiment le même nombre, voire un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, il n'y a pas beaucoup de risque de se blesser. C'est la variation brusque et qui peut être dangereuse. Ça, c'est le nombre de décélérations, la même chose que pour les accélérations. Donc, quand je reste dans ce ratio-là, il n'y a pas beaucoup de risque de se blesser. La RPE, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, mais c'est la même chose. Là aussi, elle est pertinente. On voit que quand le ratio de la RPE, charge aiguë sur charge chronique, reste entre 0,85 et 1,12, il n'y a pas beaucoup de risque de se blesser. Dernièrement, Bowen, en 2019, dans le premier journal de notre domaine des sciences du sport, c'est le British Journal of Sports Medicine. Donc, chez des joueurs de la première ligue, où ils ont montré que donc sur 3 saisons cumulées quand même, c'est pas rien. Donc, ils ont calculé les ratios, d'accord, chez ces joueurs pros là. Donc, ils étaient 33 qu'ils ont suivis pendant 3 saisons. Quand le ratio, donc charge aiguë sur charge chronique, dépasse 2, et il y a 5 à 7 fois plus de risque de contracter une blessure musculaire. D'accord? Et surtout, ce qu'ils ont observé, ce sont les spikes, les pics de décélération. D'accord? C'est-à-dire, c'est le nombre de décélération. D'accord? Si le ratio n'est pas harmonieux, si on ne reste pas entre 0,85, 0,90 jusqu'à 1,12, 1,15 pour les décélérations, pour eux, ça a été associé à un grand risque de blessure sans contact. OK? Donc, on voit que ce ratio-là, il est assez intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure du sous-entraînement. Et moi, j'ai eu la chance de participer à la première étude qui l'a démontré ici. C'est avec les collègues australiens, donc Marcus et puis Brian. On a démontré que le ratio charge aiguë, charge chronique, quand il est très bas, d'accord, quand il reste très bas, il augmente le risque de blessure des joueurs. D'accord? Et c'est sur 4 saisons chez 70 joueurs qui ont été suivis. D'accord? Donc, un ratio très bas, quand on est aux alentours de 0,5, 0,6, c'est-à-dire on est quasiment en train de sous-entraîner et on revient pour aller jouer un match de très haut niveau, on a un très grand risque de se blesser. Donc, c'est pour ça qu'après, il a été intégré cette barre rouge qui n'était pas tout à l'heure là, où on voit que quand le ratio il est bas, on est en sous-entraînement, là aussi, on est en danger. OK? Alors, quelque chose de fondamental maintenant, c'est que ce ratio-là, il est mathématiquement, statistiquement, souvent, il est associé aux blessures contractées
d'accord? Mais elle ne prédit pas du tout les blessures, d'accord? Ce n'est pas parce que je suis ce ratio-là, peu importe ce que je prends, décélération, accélération, RPE, fréquence cardiaque ou autre, et je suis ce paramètre-là et je fais mon ratio charge aiguë, charge chronique, et admettons, je trouve 1,5, 1,7 pour un joueur, ce n'est pas sûr qu'il va se blesser, d'accord? Je ne prédis pas la blessure, mais il se peut qu'il se blesse, hein, d'accord? Mais elle est associée, donc c'est un des paramètres parmi d'autres, hein. Mais on y reviendra par la suite là-dessus. Donc, je viens de vous dire qu'il est associé, il ne prédit pas. Et on le voit ici, c'est Barthélemy, travail de sa thèse que j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, d'expertiser, sous la direction de Greg, où ils ont montré chez 30 joueurs élites de foot qui participent à la Coupe d'Europe, là ils ont suivi la RPE, que le ratio, en utilisant la RPE, il est associé aux blessures, mais il ne prédit pas. D'accord? La même chose, ça c'est encore plus poussé, et ça vient du laboratoire, de l'UEFA, du département scientifique de l'UEFA. Eux, ils ont la chance, donc sous la houlette de Jan Ekstrand, où tous les clubs qui participent à l'UEFA Champions League donnent leurs résultats en termes de charge d'entraînement, en termes de blessures, de fréquences, etc., etc. Et donc, l'UEFA, chaque année, elle fait un bilan où elle présente à tous les coachs, à tous les staffs et des équipes qui participent à l'UEFA Champions League, tous les résultats, d'accord? Pour voir un peu comment elle évolue, notre façon de faire, notre façon de voir, est-ce qu'il y a plus de risques, moins de risques, etc. Et ça, c'est super bien. Et c'est dommage que, par exemple, là, je vous parle, on est au Maroc, mais c'est la même chose quand je suis en Tunisie. Et on parle toujours des valeurs qui viennent de l'Europe, d'accord? Mais on n'a pas de données chez les Africains. Par exemple, la CAF, je l'ai suggéré au DTN de la Tunisie, donc mon ancien étudiant, de voir avec le département médical si on ne peut pas récupérer toutes les données, par exemple, de tous les clubs qui participent aux compétitions continentales, que ce soit la CAN, la Champions League, etc., pour qu'on puisse avoir aussi des données africaines. Encore plus loin, le Botola. Est-ce qu'on a toutes les données, par exemple la fédération, le département médical de la fédération peut obtenir ces résultats. Les données, on peut les avoir. Mais après, pour avoir quelque chose de probant et ne pas toujours essayer de comparer par rapport à l'Europe. D'accord? Surtout dans ce domaine des blessures, pour qu'on puisse mettre en place des stratégies pertinentes et appropriées au continent et au pays. Mais on pourra y revenir après si cela vous intéresse. Donc, ils ont récupéré les données et là, pareil, donc Alan, qui est maintenant au département scientifique d'Arsenal, j'avais expertisé sa thèse ici en France, qu'il l'a faite à Lille, c'est un Anglais. Donc, ils ont aussi montré que la RPE est pertinente, est une méthode pertinente quand on utilise le ratio charge aiguë, charge chronique pour identifier un joueur à risque. D'accord? Elle est associée aux blessures, au risque des blessures, mais ne les prédit pas. D'accord? Donc, ils le disent, hein, donc on est au UEFA Champions League, hein, que l'utilisation d'une méthode simple, rapide, valide et surtout qui ne coûte rien du tout, la RPE en unité arbitraire en fonction du temps, donc, et elle permet de monitorer et donc de suivre les joueurs et surtout de voir un petit peu s'il y a un risque à de la surcharge, de la fatigue et probablement, pourquoi pas, la blessure. La même chose, Fontini et Al en 2018, donc là c'est chez le football italien pro. Là pareil, donc je vais directement à la conclusion où il démontre que ce marqueur-là, donc charge aiguë sur charge chronique, est associé
à la blessure, mais par contre, il ne la prédit pas. D'accord? C'est-à-dire, il ne la prédit pas. Autrement dit, on voit que le ratio, par exemple, ben, il peut être élevé chez le joueur, ou alors il est légèrement en dessous, et pourtant il se blesse. D'accord? Et des fois, il est élevé, mais il ne se blesse pas. D'accord? Donc, ce n'est pas un facteur prédicteur. Mais par contre, il peut être associé. Dernièrement, là, dans la revue Frontières, ça c'est donc j'ai édité ce papier-là de chez les collègues du FC Séville, d'accord? Et Guillaume Ravet l'a expertisé. Je le remercie ici en direct. Donc, où là, pareil, ils ont démontré qu'il y a une association, mais pas une prédiction. Voire même plus loin, ils ont mis le doigt sur quelque chose de très, très intéressant. Regardez bien. Donc ici, ils ont tous les joueurs qui n'ont pas contracté de blessure. Ici, on a le ratio à 1,5, hein, d'accord? ACWR. Rappelez-vous qu'au utilise supérieur à 1,5, on a un risque de blessure. Donc, on voit qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont largement dépassé. Ici, entre la semaine 5 et 6, d'accord? Oui, ça doit être ça, 5 et 6, 7, sur 10 semaines, hein, d'accord? Et il y en a même un autre ici, mais il n'y a personne qui s'est blessé. Et ici, vous avez même 2 joueurs qui l'ont dépassé ici, mais surtout, ils sont largement au-dessus ici, la semaine 5 et 6, mais il n'y a pas de blessure. Et ici, il y a un joueur que lui, sa charge d'entraînement, donc quand on la suit, charge aiguë, charge chronique, elle reste en dessous de 1,5, de la barre fatidique rouge ici, et pourtant, il se blesse. D'accord? Donc, la preuve encore que c'est très, très individuel. Nous, on vient juste d'avoir un papier aussi, un article qui est accepté dans Frontiers par rapport à l'association chez les jeunes joueurs. C'est une des premières fois qu'on fait chez les jeunes joueurs. Et là, il est associé d'une façon significative, surtout le charge aiguë, charge chronique, quand on utilise les logarithmes. Mais je vous en parlerai juste après. Et on voit qu'il y a une association assez intéressante entre le risque de blessure et ce ratio-là chez les jeunes joueurs. Mais cette étude démontre être un peu plus poussée. C'est pour ça qu'on l'a appelée une étude préliminaire. Mais on est en train de la compléter avec les données de plusieurs saisons. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait une polémique concernant l'utilisation de ce ratio. Et si vous avez suivi ou si vous suivez les sciences du sport, il y a Franco Impellizzeri, qui travaille maintenant avec Aaron Coutts en Australie, qui ont fait ce papier-là. Et déjà, avant, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur on va dire, il y a si vous suivez les données scientifiques sur Twitter par rapport aux sciences du sport, vous pouvez trouver cette discussion entre Impellizzeri et les autres collègues qui, eux, étaient pour l'utilisation du ratio. Donc là, pour lui, dans ce papier-là qu'il a publié, donc quelque chose qui est, enfin, c'est pas un journal académique, c'est comme une société pour la transparence, etc. Donc, vous pouvez mettre votre papier là-dedans, mais il n'est pas impacté. Donc, il a récupéré les données quand il travaillait en Italie de 34 joueurs qu'ils avaient suivis pendant plusieurs saisons, donc 3 saisons ici, de la Serie A, et ils ont récupéré les données RPE et les blessures. D'accord? Donc, ils avaient récupéré pas loin de 1995 fichiers et 72 blessures ou 70 blessures, je ne me rappelle plus. D'accord? Donc, je vous épargne un petit peu toutes les données. Donc, on voit qu'il n'y a pas, les blessures sont en mauve ici, mais il n'y a pas de, on voit que le ratio, qu'il soit en aigu ici, ou en chronique là, ou alors en ratio, il ne dépasse pas. D'accord? Même quand il dépasse, on est largement au-dessus, il y a des blessures. OK. Là, pareil, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste ça. Regardez bien. Donc, ça, c'est toutes les valeurs qu'ils ont récupérées. Là, vous avez le total et vous avez les blessures. Ici, la charge aiguë. Et ici, la charge aiguë. Et ici, vous avez le ratio, ACWR. Et on voit que quand ce ratio-là, il est largement supérieur à 1,17, il y a à peine 2 blessures sur 72. Et la même chose,
ici quand le ratio est supérieur à 1,17, d'accord, en utilisant toujours la RPE, et dans le groupe qui, lui, avait une charge chronique très basse, il y a 210 joueurs, il y en a que 12 qui se sont blessés. D'accord? Et si c'est tous les joueurs qui avaient une charge chronique très élevée, 72, seulement 2 blessures. En conclusion de leur papier, et puis ils essayent un peu de mettre un peu le forcing, ils disent que pour eux, ce ratio-là, ACWR, doit être complètement banni, donc ne plus être utilisé. Mais néanmoins, vers la fin, ils modèrent un peu leurs propos en disant OK, il y a des artefacts et qu'il n'y a pas de prédiction. Donc, ce ratio-là ne prédit pas les blessures. Il peut être associé pour des choses, pour des aléas statistiques ou mathématiques, mais il ne peut pas prédire les blessures. Mais c'est ce qu'ils ont déjà dit énormément d'études auparavant. OK, donc les limites du ratio, il y en a certains, il y en a pas mal. Une des premières, c'est les trêves internationales. La deuxième, c'est la saison off, quand il y a les vacances. Après, le problème des indicateurs utilisés. Qu'est-ce que j'utilise? Le sprint ou l'endurance. Qu'est-ce que j'utilise? Les facteurs externes comme les GPS ou alors facteurs internes RPE ou UFC. Est-ce que j'utilise la semaine ou le jour? Est-ce que je divise cette semaine sur les 4 dernières semaines? Ou alors je peux utiliser ce jour-là par rapport aux 4 derniers jours, etc., etc. Quelle méthode j'utilise au niveau des calculs? Est-ce que c'est la méthode classique, c'est-à-dire je prends les valeurs brutes de raw data, ou alors je fais une analyse exponentielle, d'accord? Est-ce que j'intègre la semaine sur laquelle je travaille ou non? Donc là, je vous ai répondu déjà tout à l'heure, c'est non, il ne faut absolument pas. OK? Donc, on va les voir. Regardons un peu la méthode utilisée. Donc, il y a pour calculer les moyennes. Donc, prenez par exemple, ça c'est un papier qui a été fait par des Australiens, je pense, Sean Williams, et comment calculer le ratio. Regardez, ici, vous avez… Oh là, là, je ne vois pas parce qu'il y a le truc qui est parti. Hop. Non, comme ça, c'est mieux. Donc, on voit que quand on utilise une méthode où on va prendre uniquement les données brutes, d'accord? Donc, ils sont en pointillé ici, en tout pointillé. Donc, on arrive à un ratio qui est largement au-dessus, d'accord? On est à 1,43. Par contre, quand j'utilise la méthode logarithmique, j'utilise donc EWMA, et là, on est à 1,25. Ça marche? Ça, c'est le footballeur 2 ou l'athlète 2. 1,43, 1,41. L'athlète 3, 1,55, 1,43. Ça marche? OK? Donc, ce qui ressort de cette étude-là et de pas mal d'autres, c'est qu'il faut absolument utiliser le WMA. C'est-à-dire, une fois que vous avez vos données, il faut absolument utiliser la méthode exponentielle. L'autre problème, c'est quand vous utilisez ce ratio-là, c'est que vous avez des trous. Par exemple, la trêve internationale, c'est des joueurs du PSG, où on voit quand ils partent, par exemple, en saison internationale, pour des matchs internationaux, et des fois, il n'y a pas de données, parce que avec leur sélection, les entraînements ne sont pas les mêmes, les valeurs qui sont relevées par les coachs là-bas ne sont pas les mêmes, ou alors il n'y a quasiment pas de valeur, surtout si vous avez un joueur qui joue, par exemple, en Europe, il part dans il est d'origine africaine, il va jouer je ne sais pas où, il n'y a des fois aucune donnée, donc il revient. Donc, je ne peux pas calculer parce qu'il manque de données, surtout s'il s'est absenté, par exemple, 2 semaines. Je n'ai pas de données, donc je ne peux pas calculer. Et donc, ma charge, elle peut être très, très élevée à un moment donné. Après, il y a le problème aussi quand on démarre la saison. Là, c'est les 2-3 premières semaines, 4 premières semaines d'entraînement en pré-saison. Je ne peux pas l'utiliser trop. D'accord?
Ou alors, il me faut vachement de temps, énormément de temps, pour que je puisse connaître mes joueurs quand ils ne changent pas et que je puisse le suivre. Néanmoins, il y a une revue systématique qui a été faite, il y a même deux. La première, c'est il n'y a pas très longtemps, concernant ce ratio-là, où il stipule qu'il est pertinent, il est associé aux blessures, et quand le ratio reste entre 0,8 et 1,3, il y a un risque minime de blessure. D'accord? Ça, c'est la première revue systématique. La deuxième, qui est encore meilleure de mon point de vue parce qu'elle est publiée quand même dans Sports Medicine en 2019. Donc, on voit que l'ACWR, c'est un outil valable pour faire du monitoring, pour suivre la charge d'entraînement d'un joueur. Le modèle EWMA, il est largement supérieur au modèle donc Rolling Average, c'est-à-dire que vous prenez juste la moyenne et vous la faites directement. Mais par contre, il faut remettre en exponentielle. Donc, la méthode exponentielle est meilleure, elle est beaucoup plus pertinente. Et la CWR interne et externe sont associées au risque de blessure. D'accord? Que, comme on l'a démontré dans plusieurs études, qu'il soit, vous prenez les valeurs avec GPS, décélération, accélération, sprint, total distance et tout ça, ou alors la RPE ou la fréquence cardiaque, vous avez une association avec le risque de blessure. Et la plus utilisée par les études, c'est la méthode 1 semaine sur 4. Donc, les 4 semaines avec la semaine dans laquelle je travaille. Donc, il ne faut pas l'inclure dedans. Ça marche? Même si, dans la thèse de Barthélemy avec Greg Dupont, eux, ils travaillent sur 1 semaine sur 3. Ça marche? Et retenez bien que la CWR ne prédit pas les blessures. Considération pratique. Je pense que j'ai été trop long là. Donc, il faut absolument manager. Hein, pardon? Ça va, tu peux continuer. Je termine. Monitoring, donc il faut absolument manager vos charges d'entraînement pour surveiller les adaptations, les réponses à l'entraînement de vos joueurs. Ça vous permet de prévenir le surentraînement, le surmenage, la fatigue et probablement les blessures. Au moins, vous allez diminuer le nombre de blessures. Ça, c'est démontré. Et le club qui ne met pas en place une stratégie de suivi de la charge d'entraînement, de prévention de méthode de prévention de blessures et tout, ont le plus ratio de blessures. Ça, c'est prouvé. Essayez d'utiliser le plus possible les méthodes scientifiques. Comme ça, c'est validé. Vous pouvez l'utiliser, les réutiliser. Individualisez votre monitoring et parce que les joueurs ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même âge, le même background. Ils ne jouent pas le même poste. Des fois, ils n'ont pas les mêmes cultures. Donc, individualiser les méthodes. Prendre en compte à la fois la charge externe et la charge interne. Il faut absolument que la charge interne soit la plus spécifique possible. Surveiller la charge subjective, c'est-à-dire tout ce qui est stress non sportif, d'accord, en dehors, donc l'environnement autour du footballeur. Donc, les indices de Hooper vous donnent déjà une grosse idée par rapport à cette fatigue et facteurs de récupération. Et surtout, essayez d'avoir un maximum de paramètres, à la fois intrinsèques et extrinsèques, et essayez de mixer tout cela et créer votre modèle, ou alors vous pouvez vous appuyer sur un modèle que j'ai proposé tout à l'heure. Et individualiser le ratio charge aiguë, charge chronique, si vous l'utilisez ou si vous avez envie de l'utiliser. Surtout, toujours, quand vous mesurez toujours dans les mêmes conditions, standardisez vos façons et votre méthode de mesure. J'espère que je n'ai pas été trop lent, mais je voulais absolument partager tout ça avec vous pour que vous soyez update. Merci. Merci, c'est Hassan. Donc, on passe la parole à M. Guillaume. Ouais. Vas-y, Guillaume, si tu veux compléter. J'espère que je ne vous ai pas saoulé et je n'ai pas été trop lent. Bonsoir à tous. Donc, écoutez, moi, j'ai pas préparé de choses par rapport à ça, puisque Oui, la dernière fois, c'était prévu, ouais. on avait prévu avec Hassan qu'elle allait aborder toute cette partie théorique. Et donc, moi, la dernière fois, je vous ai présenté une application pratique Ouais. et pour remettre en perspective par rapport à ce qu'a dit Hassan.
dans l'utilisation de la CWR. Je pense qu'aujourd'hui, les études sont assez claires sur le fait qu'il y a une association entre la charge externe, la charge interne et la blessure, mais qu'il n'y a pas de prédiction. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le sens où on va pouvoir utiliser la CWR comme une sorte de cadre de travail pour éviter les variations, pour pouvoir comment dire, exposer les joueurs à des charges chroniques élevées. Mais par contre, pas de panique quand on a des spikes, quand on a qui peuvent arriver, parce que ces spikes-là, en fonction du contexte du joueur, donc de son âge, de ses antécédents de blessures, de son historique de charge d'entraînement, etc., ce spike ne va pas forcément être lié avec une blessure. Donc voilà. Donc je pense que on doit céder comment dire, de ce cadre théorique qui est la CWR pour avoir des ordres de grandeur de charge d'entraînement auxquels on peut exposer nos joueurs. Ça peut nous guider comme un fil rouge. Mais par contre, voilà, il ne faut pas tout baser là-dessus. Il ne faut pas tout et surtout ne pas paniquer quand on a des joueurs qui ont des spikes. Et comme le disait Hassan, là, le papier de l'équipe de Séville le montre bien. Sur un microcycle de 10 semaines, ils ont, je crois, plus de 30 spikes et il n'y a pas eu de blessure pour autant. Et en même temps, ils ont une population qui est une équipe jeune de 18 ans, donc qui a très peu d'historique de blessures, qui ont des qualités aérobies très élevées. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle dans la littérature les facteurs modérateurs, c'est-à-dire ce que je vous disais là, l'âge, les antécédents, le niveau aérobie, la force musculaire, qui vont faire que ces spikes vont être plus ou moins associés à la blessure. Donc après, je pense que on peut répondre à vos questions si vous en avez par rapport à l'utilisation de ce ratio-là et l'expérience que l'on en a sur le terrain. Ok, merci Monsieur Guillaume. Donc, ouais, vaut mieux que. Ouais, pardon. Tu veux ajouter quelque chose, Monsieur Hassan? Oui, je disais, enfin, mon avis avant, peut-être que pour que ça soit clair pour tout le monde, moi, d'un point de vue physiologique, il est intéressant ce petit ratio-là. Comme je vous l'ai dit souvent, le préparateur physique, la main dans le cambouis, il a 25 joueurs à gérer. Des fois, il est tout seul, 25 fichiers, il a plein de choses à faire. Et surtout, si on lui rajoute les GPS, il a plein de données, etc. Il fait sa préparation, sa programmation, il doit faire la récup, il doit faire la réutilisation et il est multitâche et ça devient compliqué. Avec une base de données assez simple et puis ce ratio-là, avec les courbes de couleurs que je vous ai montrées, ben, ça lui donne une idée où est-ce qu'elle est sa charge d'entraînement, d'accord, par rapport à chaque joueur. Et donc, tu peux voir tout de suite, est-ce que tu n'as pas augmenté trop la charge? Quand tu as récupéré les données, peut-être que ce joueur, il a trop fait par rapport au nombre de le métrage d'accélération ou de décélération que tu as prévu. Donc, tu peux le voir. De façon assez simple, tu peux revenir pour remédier ou rectifier les choses. Voilà. Ok, merci M. Hassan, merci M. Guillaume pour cette intéressante présentation. Donc, je ne vais pas faire de résumé vu qu'il y a un décalage horaire pour M. Guillaume et tout. Donc, je vais essayer de gagner un peu de temps. Je passe directement aux questions Facebook pour après donner la parole à la salle. Donc, j'ai une première question. M. Karim Rejouani sur Facebook. S'il vous plaît, un éclaircissement concernant le rapport charge aiguë, charge chronique. À vous. Ben, il n'était pas avec nous. Bon, il veut un petit éclaircissement. Donc, ما كانش معنا يمكن ولا كان ناعس. Il est arrivé en retard. Ah ouais. Ben, charge aiguë, charge chronique, c'est c'est les modalités de calcul. Ben, c'est facile, c'est simple. Je prends la charge moyenne de la semaine. Admettons, je n'ai pas de GPS, je n'ai rien. J'ai que la RPE. Donc, j'ai la RPE de tous les jours. Donc, j'ai cette semaine-là, je prends la RPE de mon joueur. Il s'est entraîné, par exemple, le lundi, c'était light parce que le match, il y avait le dimanche. Donc, le lundi, il m'a dit que c'était 2, facile. On a fait 1h30, donc ça fait 90 minutes.
2 fois 90, 180. Donc, j'ai ma charge du lundi, celle du mardi, le mercredi. J'additionne de la semaine, je moyenne. Donc, j'ai la moyenne de la semaine. OK? Ça marche? Ça, c'est la charge aiguë. C'est ce qu'on a fait cette semaine. OK? Maintenant, je retourne. Je fais la même chose pour les 4 semaines précédentes. OK? C'est-à-dire la semaine, donc celle-là, on va l'appeler 1. Donc, je vais prendre la moins 1, la moins 2, la moins 3 et la moins 4. Et je moyenne cela. Et après, je fais le rapport. Ça marche? Et là, je dois surveiller ce ratio-là pour le paramètre que j'ai mesuré, que j'ai parlé de la RPE, et doit être entre 0,85 et 1,15 par exemple. OK? Mais des fois, il ne faut pas s'inquiéter, comme l'a dit Guillaume, quand ça augmente, c'est parce que j'ai augmenté délibérément la charge d'entraînement. C'est parce que ce joueur-là, il fallait augmenter certaines choses, etc. Il ne faut pas s'inquiéter. OK? Parce que je ne vais pas avoir que ce ratio-là. Je vais avoir plein d'autres paramètres. Donc, deuxième question, M. Hassan. S'il vous plaît, quelle est la différence du point de vue scientifique entre le fait de confirmer le risque de blessure et sa prédilection en se référant au ratio charge aiguë, charge chronique? Voilà. Je n'ai pas entendu le début de la question, Smahli. Quelle est la différence du Ouais. point de vue scientifique entre le fait de confirmer le risque de blessure et Oui. sa prédilection en se référant sa au prédilection. ratio charge aiguë, charge chronique? Et sa prédiction. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il demande, grosso modo, c'est quoi la différence entre association et prédiction? C'est ça? Voilà. D'accord. Donc, et c'est que il ne prévoit pas l'avenir. Donc, c'est pas parce que ça augmente, que ce ratio est élevé, que forcément le joueur va se blesser. D'accord? Et c'est pas parce que si, par exemple, il y a certains facteurs d'entraînement qu'on connaît. Par exemple, admettons, il y a en musculation, tu augmentes ta charge max, d'accord? Tu augmentes ta charge max, tu es haltérophile. Là, on peut prédire que tu vas améliorer ta performance. Tu vas peut-être battre ton record. OK? Là, il y a une relation directe de prédiction. C'est ça une prédiction. Ça marche? Mais par contre, l'association, c'est différent. L'association, c'est quelque chose de statistique et de mathématique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet. Ce n'est pas un facteur qui induit l'autre. Ils sont associés, mais ils ne l'induisent pas. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. Donc, troisième et dernière question de Facebook. L'impact des terrains synthétiques. Je pense que c'est une question à côté. Oui, mais ce n'est pas grave, on peut répondre. C'est les terrains synthétiques. Avant, j'avais fait une étude pour le FC Lorient. Le FC Lorient, c'était le premier club qui avait un terrain synthétique et donc, ils s'entraînaient là-dessus, ils jouaient là-dessus aussi. Et donc, ils voulaient absolument savoir s'il y avait une relation par rapport à l'utilisation du synthétique et aux blessures. C'était vrai il y a très longtemps, il y a, on va dire, une quinzaine d'années, quand il y avait les premières, deuxième générations du terrain artificiel. Mais actuellement, avec les quatrième, cinquième générations, etc., même les hybrides et tout, la question ne se pose quasiment plus. Il n'y a plus aucun risque de blessure parce que la technologie est faite qu'on se rapproche quasiment du naturel. Voilà. Par contre, il faut faire attention il faut se renseigner sur votre terrain synthétique, de quelle génération il est, comment il est, est-ce qu'il est surtout entretenu? C'est surtout ça le problème, c'est l'entretien. Voilà. Merci, M. Hassan. Donc là, je vais passer la parole à l'auditoire. Donc, poser des questions, ils peuvent lever la main. Je leur donne le micro. Merci. On a une première question, M. Boumgay. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie, M. Zeha, M. Guillaume, cordialement
Donc, ma question, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le ratio 1,3 et 1 sur 4? Et l'autre question, là, est-ce que dans le souci là de prédiction, est-ce que le test FMS, Functional Movement Screen, est-ce qu'il peut nous être utile? Vas-y, Guillaume, tu veux répondre ou Ouais, en fait, concernant la première question sur tu peux... Ouais. les fenêtres de ratio entre une semaine sur 3 ou une semaine sur 4, il y a une étude de Carré qui a étudié 129 combinaisons différentes de fenêtres de, De ce ratio-là. de ce ratio ACWR. Et en gros, la conclusion de cette étude-là, c'est qu'il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que les autres, mais qu'il faut qu'il soit adapté au contexte dans lequel vous êtes. Et surtout au niveau du calendrier des compétitions. C'est sûr que quand on a un match par semaine, ça semble le 1 sur 4, ça semble pas mal. Et quand les équipes qui font plus de matchs avec des matchs en semaine, eux, ils ont tendance à réduire un peu les fenêtres pour avoir des valeurs des ratios qui reviennent plus régulièrement. Donc, globalement, voilà, il y a initialement, les gens qui ont mis en lumière ce ratio-là travaillaient sur 1 sur 4. C'est resté globalement 1 sur 4. Mais après, vous pouvez jouer avec et faire un petit peu comme vous voulez, quoi. Et concernant votre deuxième question par rapport au FMS, le FMS, c'est un outil qui permet de regarder des mouvements fonctionnels. C'est un outil qui va être très intéressant pour montrer des déséquilibres fonctionnels par rapport à des mouvements de base. Par contre, l'ensemble des études montrent que votre score au FMS ne va pas être prédictif de la blessure au football, quoi. Il n'y a pas de relation entre votre score au FMS et la blessure. Voilà, c'est un outil qui va plutôt servir à l'aspect médical pour regarder des déséquilibres individuels, travailler sur l'individu, mais voilà, il n'y a pas de corrélation statistique avec un score FMS et la blessure. Pour compléter, pour compléter Guillaume par rapport à la première question, le 1,4 ou le 1,3, donc soit je rapporte la semaine aux 4 dernières semaines ou la semaine aux 3 dernières semaines, les deux marchent très bien. Les deux marchent très bien, donc ça a été démontré dans la thèse de Barthélémy. Comme l'a dit Guillaume aussi, il y a une autre étude qui a été faite plus large que celle-ci qui avait démontré après la même chose. Et il y en a beaucoup qui utilisent le 1 sur 3. Pourquoi? Parce que, comme Greg Dupont, qui est maintenant qui était en équipe de France et puis au Real de Madrid, c'est un bon copain avec qui on travaille beaucoup. Et on est de la même école de la préparation physique. Est-ce qu'on travaille par cycle? Et souvent, pour nous, un cycle, c'est 3 semaines. D'accord? Et donc, le ratio 1 sur 3 est plus pertinent quand on travaille de cette façon-là. Voilà. Sinon, c'est 1 sur 4. OK. Bon. Il y a des questions? Oui, bonjour Monsieur Hassan. Oui. Ma question est dans le début de saison. Comment on peut calculer cette ratio puisqu'on vient de rentrer de la trêve estivale? Donc, surtout sur les 3 premières semaines. Ouais. C'est une des limites. Une des limites de ce ratio-là, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser pendant les 3 premières semaines. Mais là, il n'y a pas beaucoup de risques parce que vous savez que la charge va augmenter. D'accord? Elle augmente progressivement. Première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième, jusqu'à un pic, souvent à la quatrième si vous faites par 6. Et après, vous pouvez commencer à la 5e.
Parce que là, vous commencez à réduire un peu, vous avez commencé à jouer les matchs amicaux, etc., préparer le début de saison. Donc, Guillaume, je ne sais pas si tu peux compléter si tu veux. Ouais, si, c'est une bonne question parce qu'effectivement, les ratios, quand vous faites un sur 3 ou un sur 4, il faut 5 ou 4 semaines pour le faire. Une préparation, c'est 6 semaines. Donc, en gros, vos ratios, vous ne pouvez pas les utiliser quoi, sur la période de préparation de manière globale. Par contre, vous pouvez garder en tête l'esprit des études sur la relation entre la charge interne ou externe et la blessure, c'est-à-dire garder une progressivité et éviter les variations de charge d'entraînement. Et après, le petit truc que vous pouvez faire, c'est que vous savez où vous voulez arriver. Là où vous voulez arriver, c'est sur une semaine d'entraînement type. Donc, si vous avez des semaines d'entraînement type avec des volumes d'entraînement type, vous voulez arriver à ça en gardant l'esprit de la progressivité, d'éviter les variations de charge. En fait, vous pouvez programmer votre préparation comme ça. Il y a d'autres questions? On vous entend pas, vous avez le son qui est bloqué. Ah oui, je sais pas. On n'entend rien. Ah, ça y est, vous pouvez y aller là. Donc maintenant, Oui, Ouais, là c'est bon. oui. Donc bonsoir tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier M. Hassan et M. Guillaume pour vos interventions qui étaient riches, aussi en membres de l'association qui font un travail extraordinaire. Donc ma question c'est par rapport à l'RPE. Donc c'est une méthode que j'ai essayé de réaliser pas mal de fois dans mon club, mais j'avais toujours une question que je pose toujours. S'il y a, comme vous savez, il y a une tendance dans le monde entier, dans le football, qui est la tendance du coach personnel. Donc, il y a pas mal de joueurs ayant un coach personnel, donc ce qui permet d'avoir une charge supplémentaire, un travail physique supplémentaire du joueur ailleurs. Donc ce qui peut nous orienter à avoir des fausses données au niveau de l'RPE. Donc, ma question, c'est par rapport à comment peut-on faire face à cette problématique afin de ne pas avoir des risques par la suite. Et merci. Ben, là, c'est assez simple. C'est la relation de confiance entre vous, le joueur, et puis son préparateur physique personnel, s'il en a. Donc, c'est la seule chose. Et après, il faut expliquer que c'est pour le bien-être du joueur, pour ne pas trop le surcharger. Parce que il ne peut pas venir au stade, puis il va vous dire, non, moi j'ai déjà travaillé avec mon coach personnel, je ne vais pas m'entraîner. Non, il va s'entraîner. Et donc, il y a un risque de surcharge et donc risque de blessure. Et donc, c'est lui qui va en pâtir. S'il a compris ça, il n'y aura aucun problème. Il y aura une collaboration entre vous, lui et son coach personnel. Et donc, vous pouvez récupérer les données et toutes les séances qu'il fait. Et vous pouvez même travailler ensemble. Ouais, je suis assez d'accord avec Hassan. Je pense que c'est quelque chose qui est nouveau, qui émerge dans également. Mais quand même, mais juste quelque chose aussi, Guillaume, pour compléter. Quand vous êtes un très bon préparateur physique et qu'il y a un bon entourage, qu'il y a un bon staff autour du joueur, la plupart du temps, il ne va pas chercher ailleurs parce qu'il a ce qu'il faut au club. Par contre, s'il sent qu'il y a un manque de suivi par rapport au club où il était avant, etc., oui, c'est sûr. Là, il ne va pas avoir confiance par rapport à ça. Vous imaginez un joueur de très haut niveau, qui arrive d'un très grand club, où il avait tout un suivi, par exemple un super staff médical, un préparateur physique avec des outils, il avait un suivi nutritionnel, etc. Puis il arrive dans un club, il n'y a quasiment pas de tout ça. Forcément, il va se poser des questions. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ce que j'allais dire, c'était que c'est quelque chose de nouveau quand même. C'est quelque chose qui date d'il y a 5 ans maximum. Et on est vraiment de plus en plus confronté à ça. Et je partage l'avis d'Hassan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est une petite entreprise à eux seuls et ils veulent réussir, ils veulent
avoir des contrats, etc. Et donc, du coup, ils vont chercher ce qu'ils ne vont pas avoir dans le club, quoi. Donc, je pense que l'idée première, c'est de comprendre pourquoi ils prennent quelqu'un à l'extérieur, parce que ça leur coûte de C'est l'argent. ça. Ouais, oui. Et je pense que le but, c'est d'essayer de répondre à leurs besoins pour que ils restent travailler à l'intérieur, pour qu'on puisse avoir quand même une vision sur la charge d'entraînement et dans l'intérêt de tous, du club, du joueur. Voilà, je pense que là, effectivement, la notion de confiance est déterminante. Ouais. Monsieur Orgui, السلام عليكم vous avez la parole. شكرا السلام عليكم merci à Hassan et Guillaume de votre intervention, c'est une intervention très riche. Ma question est qu'est-ce que vous pensez de facteurs génétiques et le risque de blessure, sachant que il y a des joueurs qui ont ce risque c'est-à-dire qui ont un facteur génétique qui sont prédisposés à la blessure. Merci. Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais lu d'études. Souvent, dans les modèles qu'on propose et tout, vous avez vous avez les facteurs internes qui prédisposent à la blessure. D'accord? Et à l'intérieur de cette boîte-là, on met les facteurs génétiques. Mais on ne sait pas ce que c'est. À ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui a démontré qu'il y a un gène qui est en relation avec les blessures. Après, quelles blessures? Tendineuses, musculaires, ligamentaires, osseuses. Vous voyez, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait un facteur génétique. Il y a des prédispositions par rapport à des facteurs. Ça peut être la morphologie, ça peut être le morphotype du joueur, etc. Mais ce n'est pas génétique. Mais parce que normalement, on a vu dans votre intervention qu'il y a par exemple le club de Séville ou bien le club espagnol, donc qui a normalement, qu'ils ont travaillé des semaines en deçà et des semaines en dessous. Et on a remarqué qu'il y a des blessures là, ou c'est-à-dire du côté ou bien de l'autre côté là. Donc, et que même, c'est-à-dire le facteur morphologique ou bien la composition de fibres musculaires, donc normalement, il peut agir parce que dans le football, donc même c'est-à-dire la distance totale parcourue, donc il a changé, c'est-à-dire le rythme, il a changé. Et à chaque fois, on pense que le facteur humain, c'est-à-dire l'adaptation de l'individu, donc il peut s'adapter à n'importe quelle intensité, à n'importe quel effort, et que ce facteur génétique, il est quelque part. C'est-à-dire, je ne sais pas, parce que normalement, moi, j'ai assisté à un séminaire, c'est-à-dire au cours de laquelle donc l'intervenant, il a bien parlé que ce facteur génétique, il est normalement, il est un facteur très important c'est-à-dire dans le risque de blessure, même si on dispose c'est-à-dire de meilleures technologies dans le domaine de football. Donc, il faut, je sais pas, il faut faire des analyses du génome qui peut causer cette blessure. Peut-être. Mais pour compléter la réponse d'Hassan, moi j'ai vu passer 2-3 études. Il y en a une qui est passée, c'est les gens du Barça qui ont étudié ça. Mais actuellement, il y a des gens qui cherchent, mais pour l'instant, ils n'ont pas montré qu'il y avait une corrélation entre un génome particulier et puis l'apparition des blessures. Après, sur le terrain, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on a le sentiment qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus robustes et qui sont beaucoup plus capables de supporter la charge d'entraînement que d'autres. Il y en a qui sont
en étant sur le terrain depuis de nombreuses années, c'est des choses qu'on perçoit et qu'on ressent. Qu'effectivement, il y a des joueurs, on a l'impression qu'on peut leur faire n'importe quoi, et ils se blesseront jamais. Et puis il y en a d'autres, le moins de petit écart en termes de charge, etc. Et ben, tout de suite, il y a des petites alertes, il y a des petits problèmes. Effectivement, c'est des choses qu'on perçoit, mais entre est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est juste une vision, mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, scientifiquement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, puis ben, c'est assez compliqué. Parce qu'à un moment donné, il y a toute la communauté scientifique qui est partie à chercher le gène qui est responsable de la performance ACE, pour l'endurance, pour la vitesse, pour le sprint, machin et tout. Mais tout ça, c'est tombé à l'eau parce qu'il n'y en a pas, il y a pas de consensus scientifique à ce niveau-là, quoi. Sinon, on l'aurait su depuis très longtemps. Et donc, on aurait eu des champions d'endurance ou de sprint, alors qu'on voit qu'actuellement, il y en a plein de partout et que les gènes sont complètement différents. Et après, même si on veut aller chercher ce gène-là par rapport à la prédisposition aux blessures et tout, je vois mal la manip, l'expérimentation, comment la faire. C'est quasiment, je ne sais pas. Parce que les blessures, vous en avez partout dans le monde entier, sur le continent africain, continent européen, asiatique, américain, etc. Les cultures sont différentes. Donc, je n'y crois pas trop. Il y a d'autres facteurs qu'il faut aller chercher avant d'aller chercher la génétique. Après, oui, là, on est tous d'accord. Il y a des gens, ils sont faits de verre. Il fait un petit sprint, il se claque. Il y en a d'autres, il arrive, il ne s'échauffe même pas. Il te tape les ballons comme il veut, il fait des sprints comme il veut, il ne se bloque jamais. Donc, ça, c'est normal. C'est comme pour l'entraînement. Il y en a qui ne s'entraînent pas du tout, ils font des performances de malade. Il y en a d'autres qui s'entraînent tous les jours, mais il n'y a pas de performance. Ça, c'est la nature. C'est comme ça. Merci, M. Hassan. Donc, encore 3 questions. Donc, Daqoni Hicham. M. Daqoni. M. Daqoni. Oui, M. Sader. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Je vous remercie infiniment sur les informations que vous avez partagées avec nous, M. Hassan et M. Ravi Guillaume. En fait, j'ai 2 questions là. La première, ça concerne M. Ravi, concernant les variations des charges d'entraînement. Vous avez postulé, et on sait bien que c'est une variation flagrante peut conduire vers une blessure. Mais parfois, on procède en tant que préparateur physique, on procède par la méthode de la monotonie la très basse pour pousser le joueur à récupérer, surtout dans des semaines de régénération et de récupération. Donc, dans ce cas-là, monotonie basse, puis variation d'entraînement, variation des charges d'entraînement. Donc, comment peut-on gérer ce paradoxe-là? Concernant la deuxième question est pour M. Hassan. Est-ce qu'il y a une étude qui a pris comme indicateur pour calculer le ratio, l'indicateur de la charge informationnelle, surtout quand il s'agit d'une préparation intégrative ou bien un travail technico-tactique qui concerne les coachs? Merci pour vous. Alors, concernant les variations de la charge d'entraînement, effectivement, c'est intéressant de temps en temps de faire une semaine de régénération. Après, cette semaine de régénération, pour pas repartir de trop bas dans la charge chronique, il faut dans le plus possible qu'elle ne soit pas trop basse, et surtout garder le niveau d'intensité, notamment concernant les hautes vitesses, les décélérations, des choses qui sont assez sensibles. Mais après, si vous faites des régénérations qui arrivent, on va dire une fois tous les 4 semaines, votre charge chronique, elle est calculée sur le mois. Donc votre moyenne va aplatir cette variation-là, puisqu'on va diviser la charge aiguë, pas par rapport à la dernière semaine, on va la diviser par rapport aux 4 dernières semaines. Donc du coup, ça va relativiser
vos variations de charge. Et enfin, dernière chose, après, c'est par rapport à tout ça, je pense que c'est surtout, après, c'est très individuel. C'est-à-dire qu'il y a il y a- les sciences du sport nous donnent des informations générales à travers des analyses statistiques de manière assez générale. Mais après, dans tout ça, il y a des bons répondants, des mauvais répondants, et il faut être capable de garder comment dire, ces recommandations scientifiques qui peuvent nous donner une ligne de conduite. Mais après, il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours des exceptions, et il y a toujours comment dire, des individus qui vont sortir de ces lignes de conduite-là. Et c'est pas pour autant que ça se passera mal. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit, ce côté individu, quoi. Par rapport à la question, qu'est-ce que vous voulez dire par la charge informationnelle? La charge informationnelle, parce que c'est une activité de football à caractère ou bien à dominante bio-informationnelle, Ouais. et souvent le côté bio-informationnel peut provoquer la fatigue musculaire chez les joueurs. Est-ce qu'il y a une étude qui concerne cette partie-là? Ouais, mais comme vous l'avez bien dit, donc il y a tous ces paramètres-là qui sont, on va dire, psychophysiologiques, sont très difficiles à appréhender d'une façon pertinente, d'une façon valide scientifiquement. D'accord? Donc, et à partir de là, ils ne peuvent pas être utilisables dans le ratio. Et les ratios ne sont utilisés que pour des paramètres qui sont validés. Tous les paramètres de GPS qui sont mesurables, quantifiables. Donc, je peux faire des statistiques, etc. Ou alors la RPE parce qu'il y a un chiffre qui va être donné. Si, par exemple, il y a une valeur via un test bio-informationnel que vous pouvez avoir, vous pouvez l'utiliser et voir un peu ce que ça donne. Mais pour le moment, il n'y en a pas. OK. Merci, M. Hassan. Merci, Donc, M. Hassan. j'enchaîne sur M. Sabri pour terminer avec M. Hassan Louderi. M. Sabri. Oui, salam alaikum. Merci pour la présentation. J'ai deux questions. La première est pour Si Hassan. Donc, je voulais savoir s'il y a une association entre la charge globale, je veux dire par la charge globale, en incluant les entraînements et matchs, voire une semaine, 2 matchs, et les blessures. Donc, la deuxième question pour Guillaume, donc resterons sur la variation de charge, tout en respectant le principe de progressivité. De quel pourcentage vous augmentez la charge d'entraînement d'une semaine à l'autre? Et par rapport à quels paramètres au niveau des qualités physiques? Pour répondre à la première question, donc la plupart des études qu'on a montrées, et quand on fait les calculs du ratio aigu sur chronique, on n'inclut pas le match la plupart du temps. Si on utilise la RPE, on n'inclut pas le match. Et si on utilise les paramètres GPS, on n'inclut pas le match. Parce que souvent, le match, il peut vous fausser les mesures. Parce que ça dépend du match, comment il a été joué et comment il a été appréhendé par le joueur. D'accord? Alors que l'entraînement dans la semaine, il est souvent relativement stable parce que vous préparez le prochain match, etc., etc. Mais vous tenez compte du match avant. Et si vous mettez la valeur du match, il peut vous fausser les mesures. D'accord? Donc, c'est pour ça que la plupart des études s'accordent. Dans quel sens il peut fausser les mesures? Sachant que parfois, on a deux matchs dans la semaine, donc pour les entraînements ou pour le groupe qui joue, donc on reste uniquement sur la récupération, voire un petit entretien. Oui, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Tout dépend de votre méthode. C'est-à-dire, si vous prenez le match dès le début, vous dites, moi, je vais utiliser le ratio et je vais inclure mon match. Je m'en fiche qu'il y en a 2 ou qu'il y en a 1. Donc, je vais les inclure, d'accord, pour que ma RPE reste relativement stable ou alors mes paramètres GPS restent relativement stables. Mais il faut le savoir. Il faut faire attention parce qu'il y a des matchs où la charge, l'impact physique et physiologique est moindre. Soit parce que dès le début, on a démarré le premier quart d'heure, on a planté 3 buts ou 2 buts. Ça y est, c'est plié. Donc là, la charge physique, physiologique est largement moindre par rapport à un autre match où je vais marner pour aller récupérer le point de
d'égalisation, etc. Vous voyez, il faut faire tout ça attention. Mais la plupart du temps, pour la stabilité des mesures, de ce que je vous montrais, tout ça, la plupart du temps, ils n'incluent pas le match dans le calcul. Après, peut-être que Guillaume, lui, il l'inclut, je ne sais pas, mais après, ça dépend. Ouais, moi, j'inclus le match parce que ça fait partie de la charge globale et aussi parce que en fonction de l'impact du match, le match va impacter forcément la récupération du joueur. C'est-à-dire que si le match a été très contraignant, si vous faites une reprise à J+2, la contrainte sera différente que si le match n'est pas contraignant. Moi, j'inclus le match dans mes calculs et j'inclus le match dans ma programmation. Et après, je m'adapte par rapport au match et je m'adapte par rapport à la variabilité de l'exposition des joueurs en match. Et après, pour revenir… Mais là, c'est mathématique parce que le ratio restera toujours le même. De toute façon, on s'en fout. Que tu mets le match dans l'aigu ou dans le chronique, c'est la même chose. Maintenant, prenons l'exemple. Tu joues pendant 4 semaines et tu tombes sur des matchs où tu plombes tout le monde. Je t'ai dit, tu gagnes le match dès le début. Tu vois, donc ta charge va être relativement basse. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ta charge chronique, parce que les 4 matchs, ils étaient faciles. Mais souvent, on donne déjà une valeur au match, surtout au niveau de l'RPE. Il est estimé à 600 voire 700 unités arbitraires. Donc, ça dépend. Ça dépend. Si admettons. La littérature, il donne ça par rapport à la charge du match, donc entre 600 et 700 unités arbitraires. Oui, en Europe. Oui, souvent en Europe. Oui, c'est ça le problème, c'est ça. Ouais. Mais regarde, je suis défenseur central. Mon équipe, elle est performante. Et ils arrivent, ils plantent 2 buts dans le premier quart d'heure. Tu vois? Et ce n'est pas la même charge que je vais avoir si on est en train de perdre dès le début par 2 buts d'écart. Je n'aurai pas le même match. Je n'aurai pas 600-700. Ça sera différent, complètement. C'est pour ça. Le souci ou le problème qui s'impose, c'est parce que quand on enchaîne, surtout ici au Maroc, quand on enchaîne une série de matchs, 2 matchs ou 3 matchs pendant 2 semaines, voire 3 semaines comme ça, donc tu joues chaque 3, voire un moyen de 3 voire 4 jours, et on a des blessures. C'est par rapport, on a des blessures, donc on ne sait pas est-ce que c'est dû par rapport au match, l'intensité des matchs, ou c'est par rapport au niveau de ce qui se fait au niveau d'entraînement. Donc, pour les titulaires, bien sûr, je parle. Donc, par rapport à cette problématique des matchs rapprochés, bon, déjà, il y a un consensus pour dire que quand les matchs sont rapprochés, notamment de 72 heures, le risque est augmenté. Quand il est de 96 heures, le risque est augmenté, mais de manière moins importante que quand il est de 5 jours ou 6 jours. Donc, quand vous avez des matchs répétés, globalement, vous allez avoir une augmentation de la charge d'entraînement. Après, ce qui est intéressant dans ces papiers-là qui sortent récemment sur la charge d'entraînement et les blessures, c'est que globalement, quand vous faites 2 matchs par semaine, globalement, votre charge chronique va être faible parce que vous allez avoir à peu près 20 km en distance totale. Alors que quand vous faites une semaine d'entraînement général, vous êtes entre 30 et 35 km. Donc, du coup, votre charge chronique, vous êtes à moins 30, moins 40%. Par contre, sur les distances à haute vitesse et les distances à très haute vitesse, les sprints, vous avez des charges chroniques qui sont très élevées. Puisque quand vous êtes sur des semaines classiques, donc ce qu'on ressort de la littérature, vous êtes à peu près, match compris, donc là, vous êtes match compris, vous êtes à peu près à 1,3 fois le match à peu près. 1,4 fois, 1,3 fois, 1,4 fois en sprint. Alors que quand vous jouez 2 matchs par semaine, vous êtes donc à 2 fois votre match. Donc du coup, vous avez une sous-exposition de vos joueurs en distance en sprint et à haute vitesse. Par contre, vous avez une surexposition à la distance totale. Donc ce qui veut dire que quand vous préparez les joueurs à jouer tous les 3 jours dans votre calendrier, vous devez augmenter votre volume en haute vitesse et en sprint pour les préparer justement à supporter
ces charges-là. Sinon, vous allez les exposer à des variations qui vont être importantes. C'est-à-dire que si vos joueurs ne sont pas habitués à faire, on va prendre un joueur qui fait par exemple 1000 mètres à haute vitesse, 1 km à plus de 20 km/h. Si dans votre semaine d'entraînement, il fait que 300 mètres et que dans le match, il fait 700 mètres, eh ben, dans sa semaine d'entraînement, il aura fait 1000 mètres. Alors que s'il fait 2 matchs très contraignants, il fera 2000 mètres dans la même semaine. Donc, il va passer de 1000 mètres à 2000 mètres. Donc, il va faire 2 fois plus. Vous comprenez vous comprenez? Oui, oui. Donc, du coup, quand vous avez des semaines à 3 matchs, en amont, dans les semaines qui précèdent, il faut augmenter ce volume notamment concernant les hautes vitesses, pour les préparer à cette exposition-là. Ok. Et justement, on revient donc sur la variation de charge. Donc, vous l'avez bien expliqué par rapport à cet exemple. Non, il reste la dernière question. Donc, c'est par rapport au pourcentage d'augmenter cette charge, tout en respectant le principe de progressivité d'une semaine à l'autre. Donc, le pourcentage d'augmenter cette charge d'une semaine à l'autre et par rapport à quels paramètres, comme vous dites, les sprints, les VMA Non, le VMA, non. Moi, j'utilise pas Non, je parle d'intensité des courses. Donc, course à VMA, course sprint, course à vitesse. Donc, c'est par rapport aux données qui donnent les GPS, les vitesses, les paramètres le paramétrage du GPS par rapport les. En fait, voilà, les GPS, les contraintes mécaniques. Moi, je vais utiliser les accélérations à plus de 3 mètres secondes carré, les décélérations à moins 3 mètres secondes carré, les distances entre 20 et 25, les distances à plus de 25 km/h, et après les distances totales. Et donc après, les variations d'une semaine sur l'autre, globalement, elles sont entre 10 et 15%. Globalement. Mais ça, c'est de manière collective. Et après, par rapport à tout ce que vous venez de dire, là, par rapport à tous ces paramètres, la distance totale, les sprints, les courses plus 20, ouais. Donc 10 à 15%. De manière collective. Oui, collective. Hein. De manière collective, mais après, en fait, il faut garder le côté individuel. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un joueur qui prend une béquille, il ne peut pas s'entraîner de la semaine. Du coup, il va y avoir une charge qui va être à 0 sur tous les paramètres. Vous avez en tête cette idée de progressivité, etc. Par contre, vous connaissez bien votre joueur. Vous savez qu'il a une grosse capacité à supporter les variations. Il a une capacité à supporter les charges d'entraînement. Du coup, vous savez que vous pouvez l'exposer à un ACWR de 2 sans forcément prendre de risques. Vous contrôlez en même temps, jour par jour, que sur les index de Hooper, etc., il déplore aucune fatigue, aucune courbature. Donc, c'est que son système s'adapte bien. Si vous avez d'autres outils pour analyser l'adaptation à l'entraînement, vous vérifiez qu'il s'adapte bien à l'entraînement. Et là, vous pouvez monter une marche d'un seul coup. Vous n'êtes pas obligé de monter marche par marche, comme vous allez pouvoir le faire, par exemple, avec un autre joueur qui, lui, qui sera beaucoup plus âgé, avec beaucoup plus d'antécédents. Et vous savez que les moindres variations, tout de suite, il y a des alertes. Et qu'après une semaine d'arrêt, la reprise de l'entraînement, dès le lendemain, il a des courbatures. Ils se sent pas très bien. Vous savez que lui, il va falloir être très précautionneux dans la charge d'entraînement. Donc, il faut garder ce côté individuel pour pouvoir augmenter les charges. Et voilà, quand je vous parle de 10-15%, c'est de manière collective pour garder ce côté recommandation par rapport aux sciences du sport, mais qui sont faites, encore une fois, comme l'a dit Hassan dans sa présentation, les études de Bowen et Jasper, elles sont faites sur plusieurs saisons, sur plus de 300 joueurs. Donc, ça donne une tendance générale, mais ça ne vous montre pas les particularités individuelles. Et nous, dans nos quotidiens, on ne gère que des particularités individuelles. Les tendances collectives doivent nous servir de cadre de travail. Mais là-dedans, on doit avoir dans ce cadre de travail, on doit avoir une largesse pour pouvoir avoir des applications qui nous permettent de déroger à ça en ayant des garde-fous. Et les garde-fous, c'est les index de Hooper, c'est toutes ces choses de monitoring qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Merci. Merci, M. Hassan. Merci, M. Guillaume, pour votre patience. Donc, la dernière question, et je m'excuse auprès de mes collègues à qui je peux donner la parole.
parce qu'on a trop retenu M. Guillaume avec nous, vu le décalage horaire. Donc, la parole est à M. Hassan Louderi. De toute façon, M. Allez un autre, M. Guillaume aussi, on peut les solliciter pour d'autres interventions, ça sera sans problème. C'est ça, M. Hassan? Ok, pas de problème. Pas de problème, merci beaucoup. Donc, la parole est à M. Hassan Louderi. Donc, bonjour, merci, c'est Hassan pour l'intervention pour M. Guillaume. Donc, juste comme vous avez abordé dans votre exposé que vraiment il y a une association et une liaison étroite entre le nombre de matchs joués et la survenue des blessures, moi, je vais aller précisément sur les circonstances des blessures. Donc, tenant compte que c'est la charge d'entraînement avec la charge chronique et la charge aiguë, sur le ratio qu'on travaille sur le suivi des joueurs, soit individuellement ou collectivement de l'équipe. Donc, est-ce que on prend en compte les circonstances en match, à l'entraînement, en vie privée? Donc, est-ce que c'est les joueurs sous-entraînés qui jouent peu, par exemple, même si on en compense, ou bien chez les joueurs qui sont titulaires, ils jouent tout le temps? Et merci. Ouais, là, c'est plus la question, elle est plus sur l'épidémiologie des blessures. Donc, ce qui est démontré et ce qu'on relève ici en Europe, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup plus de blessures qui surviennent en match par rapport à l'entraînement. D'accord? Donc, il y a beaucoup plus de blessures qui surviennent au match par rapport à l'entraînement. Après, il y a beaucoup, et c'est encore vrai pour les blessures sans contact. Donc, les blessures musculaires, etc. Donc là, on retrouve ça dans tous les clubs et à tous les niveaux ici en Europe. Après, les circonstances, souvent, on a un risque de blessure dans les derniers quarts d'heure de chaque mi-temps. D'accord? C'est lié à la fatigue. Là aussi, c'est prouvé, c'est observé. C'est là où on a un pourcentage élevé de blessures. Et c'était quoi par rapport à l'autre question? Ouais, c'est juste pour les joueurs sous-entraînés, disons ceux qui jouent peu et ceux qui jouent tout le temps, les titulaires. Oui, là aussi, par contre, je n'ai pas de données par rapport à ça, tangibles, pour que je puisse répondre d'emblée comme ça. Mais par contre, je pense que, comme on l'a vu, il y a beaucoup plus de risques quand on est sous-entraîné. C'est-à-dire, si c'est un remplaçant qui ne joue pas souvent, et surtout si sa charge d'entraînement, comme l'a montré Guillaume, elle n'est pas contrôlée et qu'elle n'est pas au niveau de l'exigence du match, d'accord? Là, il y a un gros risque de blessure. D'accord? Si par exemple, on fait appel à lui et que sa charge d'entraînement en termes d'accélération, de décélération, de sprint, course à haute intensité, ils sont très bas par rapport à ce qu'on va lui demander pendant le match, là, il est en danger. Oui, merci, c'est Hassan. C'est parce que c'est dans la vision, c'est que le préparateur physique doit assumer sa tâche de suivi de joueurs. En premier lieu, c'est d'éviter les blessures, d'anticiper sur les périodes où ils peuvent associer des blessures et non les prédire, mais aussi tenir compte que le coût des joueurs qui restent dans le département médical, ça devient coûteux pour les clubs. Donc, on doit anticiper, tenant compte que les blessures, ils peuvent survenir par téméritité d'un défenseur qui peut tacler sur un joueur, des contusions. Oui, donc on doit anticiper sur le dévolé. Sur le suivi du joueur, avant la blessure, c'est l'anticipation. Et après la blessure, le faire revenir vite sur un programme d'orientation, bien sûr, en association avec le département médical. Donc, la gestion des blessures, c'est en 2 temps. C'est anticiper qu'il y ait une tâche vraiment, un grand pourcentage pour le préparateur physique. Et en deuxième, après la blessure, parce qu'on ne peut pas éviter les blessures, qu'ils surviennent, c'est sûr. Bien sûr, tenant compte de l'aspect la spécificité du football, qui est un sport de contact et on a tout le temps en match. Et surtout, après la blessure, qu'on puisse avoir des programmes adaptés pour les faire revenir vite. C'est ça. C'est le nœud du problème actuellement dans le foot pro. Hein. Et cette tâche qui est dédiée au préparateur physique, qui devient de plus en plus grande. Donc, vous avez vu là, avec les échanges qu'on a eus, etc., vous avez vu où est-ce qu'on est arrivé. Et c'est pour ça que la plupart des clubs pro, ils ont des départements. Et à l'intérieur de ces départements, il n'y a pas que le préparateur physique, il y a plusieurs personnes. Et le pauvre préparateur physique, s'il est tout seul,
comme maintenant tout le monde sait, comme tu l'as bien dit, il faut préparer le joueur, quantifier les charges d'entraînement, le préparer pour qu'il soit performant, surtout anticiper pour qu'il ne se blesse pas. Et quand il se blesse, on te file la réathlétisation. Il faut que tu t'occupes de lui pour qu'il soit prêt. Et après, il faut que tu le remettes en jeu. Donc, en plus, on te demande le suivi nutritionnel. Et puis, s'il y a des prélèvements sanguins, tu dois aussi regarder un peu avec le Toubib les analyses, etc. Ça devient infaisable à très haut niveau pour une seule personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des départements où il y a plusieurs personnes qui travaillent. Et la plupart des grands clubs, ils ont au moins 2, 3 préparateurs physiques pour l'équipe pro. Et actuellement, par exemple, la tactique, nous, qu'on a mise en place au Stade Rennais, puis au FC Lorient et à Guingamp, et qui a donné des fruits. Et même avec Guillaume, quand il était préparateur physique à Laval, donc il a pris sous sa tutelle Sullivan Copal pour une thèse qu'on a collaboré ensemble. Donc, c'est qu'on prend un stagiaire qui a un Master 2 ou des choses comme ça en prépa physique et qui, par exemple, il va s'occuper, au moins il va m'aider pour s'occuper de la réathlétisation des blessés. Il a le programme et c'est lui qui fait le truc. Parce que des fois, vous ne pouvez pas tout faire, c'est impossible. Donc, il faut créer des collaborations. Merci. Sur ce, je remercie tout le monde. Je remercie nos conférenciers. Je dis Inch'Allah, avec une vidéoconférence qui va être présentée par M. Sabri Joued, prise post-confinement, scénario et stratégie. M. Guillaume, vous avez le mot de la fin. Non, merci à tous pour l'invitation et bonne continuation à tous. Merci de nous avoir écoutés. Puis c'était vraiment super d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que vous êtes satisfaits de ce qu'on vous a présenté, mais et avec grand plaisir.